21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nous sommes ensemble depuis 21h et c'est la deuxième fois qu'il nous fait le plaisir d'être avec nous. Et quand je dis plaisir, les amis, c'est que notre émission, même si cela fait 33 ans cette année que je fais de la radio, cette émission La Nuit Écoute, elle a pour ADN de laisser vraiment parler les gens qui ont des choses à dire. Et avoir reçu Fabrice Divisio une première fois a été un grand moment pour nous, puisqu'on a pris le temps de l'écouter, d'échanger avec lui. Et ce soir, Agnès, pour la deuxième fois, eh bien, il est à nouveau notre invité que je salue. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Bon Fabrice, on vous a connu d'une façon, je vais dire, ascendante, puisque c'était un petit peu le début de toutes vos aventures qui se transforment en mésaventures, non pas sur vos actions, mais sur les gens que vous avez pu découvrir sur votre parcours. Et en quelques minutes, parce que je vois que vous êtes ouvert aux échanges, et en tout cas aux échanges aussi honnêtes que les nôtres, hein, c'est-à-dire vous laissez la parole et découvrir la vérité. Ce soir, avec Agnès, on avait envie de faire un petit peu le point sur comment vous allez déjà pour commencer. En toute honnêteté, épuisé. On va pas se mentir, je suis fatigué. Je suis fatigué psychologiquement, je suis fatigué physiquement. Ça ne veut pas dire pas combatif, mais ça veut dire fatigué d'abord. Fatigué parce que toute cette crise maintenant, elle dure en fait. Elle est dure et elle dure en fait. Elle s'installe dans la durée et plus finalement elle s'installe dans la durée, plus on a affaire à des mesures coercitives et d'une violence assez radicale et assez inégalée dans l'histoire. Et si vous voulez, le paradoxe de cette affaire, c'est qu'au fond, moi, je les subis pas tellement ces mesures. Encore une fois, j'ai la chance d'habiter à un endroit et d'avoir une vie telle que je les subis pas tellement. Mais j'ai vachement mal, je suis vraiment pas bien, à cause de tout ce que j'ai vu quant aux conséquences de celle-ci sur la vie des autres, sur la vie des gens. Ce pass sanitaire a été une véritable catastrophe sur le plan ce que je vais qualifier de lien social, en fait. Il y a une violence que j'ai moi-même subie d'ailleurs, une haine qui s'est installée, véritablement une fracture qui s'est installée dans la société depuis le 12 juillet à la vitesse de la lumière. Et honnêtement, ça a déjà, dans une société déjà tendue, déjà crispée, déjà avec des antagonismes profonds, eh bien, nous avons fait exploser l'idée même de nation chère à Ernest Renan, finalement en plein vol, quoi. Nous n'avons plus que des partitions, nous n'avons plus un territoire, nous avons des partitions de territoire. Et c'est vachement dur à vivre, parce qu'en fait, nous avons instauré une véritable lutte des classes. Il y a d'un côté des privilégiés pour qui le pass sanitaire devient une nouvelle marque sociale, le QR code, et il y a ceux qui le refusent et disent non, on est en train de franchir une frontière qu'on ne doit pas franchir. Peu importe les raisons qui le motivent, d'abord elles ne sont pas bonnes, et ensuite on est en train de franchir une frontière qu'on ne doit pas franchir. Et ceux-là, que je représente finalement, sont caricaturés, sont moqués, sont insultés, sont violentés. Et pourtant, ce sont les autres qui se plaignent. C'est assez extraordinaire quand on y pense. Et donc nous avons une fracture qui nous... Mais bien, c'est fini. La société n'existe plus. Aujourd'hui, nous n'avons plus de société. Et c'est ça le grand paradoxe, en fait. Oui. Voilà. Alors moi, ce qui m'étonne un petit peu, Fabrice, aussi, c'est de voir finalement qu'on est peu nombreux à se rendre compte de là où ça va nous mener, enfin où on est déjà même, j'oserais dire, dans cette privation de liberté et au-delà, parce que on va quand même vers quelque chose de très grave. Et moi, ce qui me surprend, c'est de voir que si peu de gens sont sensibilisés à ça et se rendent compte finalement l'éveil des gens n'est pas non, c'est pas étonnant. Là. Non, c'est pas étonnant. Franchement, c'est pas étonnant. Moi, je suis pas étonné parce que la liberté va pas de soi. Jamais.
La liberté ne va pas de soi. La liberté, elle est acquise à force de lutte. La liberté, on n'en parle pas dans les salons parisiens. C'est comme le droit social. C'est comme si vous voulez, moi je viens d'une famille dans laquelle la notion d'argent était prégnante parce que toutes les fins de mois, on comptait pour manger quand même. Oui. Et ben, je vais vous dire, moi ce que j'ai découvert à la lumière de ma vie, c'est qu'au fond, c'est comme le travail, c'est comme l'immigration, c'est comme tout. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui en vivent. Bah, c'est pas les mêmes. Ah oui, non, ça c'est sûr. Bah, c'est pas les mêmes. Que moi, j'ai vu mes parents immigrés au demeurant et travailleurs fous à se faire exploiter comme des malades par des employeurs indélicats, je veux dire ingrats. Et après, moi, je veux bien qu'on vienne théoriser dans les salons parisiens, si vous voulez, le rapport social, mais la vérité, c'est que le rapport social, quand tu as besoin de bouffer, bah, il est en faveur de celui qui donne la bouffe, quoi. Et c'est la vérité. Et c'est la même raison. C'est ce qui se passe ici, la liberté. Mais tout le monde s'en fout de la liberté. Parce que la liberté, elle suppose, par exemple, de se bouger les fesses, d'aller dehors, d'aller manifester, d'être caricaturé, parfois d'être menacé. Ça a été mon cas, c'est mon cas. Je veux dire, de venir être critiqué, de venir être sali, traîné dans la boue, ça suppose ça, la liberté. Alors que finalement, un petit QR code, et c'est réglé. Et hop, c'est fini. Quand vous parlez de menaces, Fabrice, on entend par là qu'on vous empêche aussi de travailler, finalement. Bien sûr. Au-delà de ça. Bien sûr. Bien sûr. Si vous voulez, je veux dire, me demandiez comment j'allais. Elle est compliquée, cette question, parce que, en fait, tout le monde pense que je suis naïf, et c'est probablement vrai, d'ailleurs. Mais je découvre la méchanceté. Alors tout le monde rit quand je dis ça, mais c'est pas drôle en fait. Non. Je découvre la méchanceté. Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis quelqu'un de vif, de passionné, autant raisonné que passionné. Je suis clivant, mais je suis pas méchant. Or, j'ai découvert des gens méchants. J'ai découvert des gens qui m'envoyaient des mails dégueulasses, des coups de fil anonymes. On va te crever les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai découvert des médias qui me traînaient dans la boue d'une manière honteuse. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est compliqué comme question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais la presse qui fabrique des informations qui ne sont pas évidemment avérées, vérifiées, on invente des choses autour de vous. En tant qu'avocat, quand même, vous savez vous défendre dans ce cadre-là, au-delà des menaces. Vous ne pouvez pas vous défendre. Vous pouvez pas vous défendre. Mais bien sûr que non. Se défendre, c'est accorder déjà. C'est déjà finalement. Lorsque vous savez, il y a une phrase qui m'a marqué dans ma carrière. Le premier s'explique, le second se justifie. Et quand vous êtes dans la justification, c'est fini. Or, la presse, elle est telle que nous sommes toujours dans la justification. Mais c'est pas grave, on apprend, si vous voulez. On apprend. C'est comme ça que j'apprends. Et moi, j'ai été extrêmement présent dans cette crise. J'ai beaucoup parlé. J'ai donné beaucoup d'interviews sans jamais considérer à qui je les donnais, considérant que la pluralité de l'information était la règle. J'ai discuté avec des antis, avec des pros, avec tout le monde, sur tout type de plateau, tout type de support. Mais je suis un des seuls à avoir fait ça, finalement. Et finalement, tout le monde s'en fout. Parce qu'en fait, chacun, aujourd'hui, a son petit précaré. Et ces manifs, par exemple, j'ai quand même, pardon, mais pour me faire parler de la liberté tout à l'heure, mais il faut quand même que vous sachiez que c'est depuis le 17 juillet, la première fois de l'histoire que je manifeste. J'ai eu des problèmes, par exemple, avec la manif pour tous, parce que j'étais défavorable au mariage homosexuel, et je n'ai jamais accepté de manifester, parce que c'est pas un exercice dans lequel je me retrouvais intellectuellement, c'était difficile, et que voilà, ça m'a valu quelques problèmes avec eux. Mais aujourd'hui, si donc j'ai bougé, comme beaucoup de Français, eh bien, c'est parce que j'ai estimé que c'était nécessaire de le faire. Alors évidemment, j'ai été tout de suite caricaturé, l'avocat anti-vax, anti-pass, proche de Florian Philippot, tout ce que vous voulez. Dans le cadre de ces manifestations, quand même, Fabrice, vous avez choisi de rejoindre des manifestations qui étaient organisées par Philippot. Vous n'êtes pas naïf. Pas tout à fait, pardon. J'ai rejoint les manifestations dans lesquelles on m'a invité, d'abord. Est-ce que... c'est pas la même chose.
Mais moi, j'ai aucune expérience dans les manifestations, hein, pardon. Mais moi, j'ai un type qui me dit, venez, on va manifester, c'est important. Effectivement, j'en conviens, j'y vais, point, point. Personne m'a jamais invité. Mais... Parce que c'est marrant. Tout le monde me parle d'unité de manifestation, par exemple. Ouais. Dans mes manifs, des gens sont venus me voir pour me dire, faut aller aux manifs des Gilets jaunes. Je dis, mais lesquels, où, comment, où ça? Je sais absolument pas de quoi vous parlez, en fait. Oui. Mais là, vous saviez quand même qui est Florian Philippot. Oui, d'accord, mais je m'en fous de qui est Florian Philippot. Moi. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs, regardez, alors là, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, j'ai dit quoi à la manif? J'ai dit que, j'irai quasiment plus, que 2, j'allais effectivement dans une phase de désert médiatique pour ne choisir que très précautionneusement les médias dans lesquels j'allais désormais apparaître. Et pourquoi? 3, parce que désormais était venu le temps d'écouter et plus le temps de parler pour ensuite se faire porte-parole. Et si je veux être porte-parole, encore faut-il que j'entende la parole. Et être porte-parole, comment? Dans le cadre, effectivement, dans le cadre, de la représentation nationale et dans le cadre du mandat que je vais aller chercher dans le cadre des législatives. Mais j'y vais comment? J'y vais sans étiquette. Je suis pas étiquetable, en fait. Donc, en fait, là, vous nous expliquez que vous allez vous présenter aux législatives, c'est ça? Absolument. D'accord. Absolument. Et pour ça, je veux effectivement clairement prendre le temps d'écouter. Je veux arrêter de parler, je veux arrêter de donner mon opinion, même s'il est documenté dans les médias, ou que sais-je. Je veux aujourd'hui choisir avec vraiment parcimonie les médias dans lesquels je parle pour ne privilégier que ceux dont je suis absolument sûr et dans lesquels j'ai le temps d'exprimer des choses, ou alors parce que, notamment chez TPMP, Cyril est devenu véritablement un ami et m'a vraiment beaucoup touché sur certains points, et donc pour le coup, c'est encore un espace de débat, il fait un effort de débat et c'est important d'y aller, mais pas aussi régulièrement que j'étais l'année dernière, mais je veux entrer dans une phase dans laquelle plus personne ne fait ça. Moi, je veux dire, pardon, mais à un moment donné, le confinement, tout le monde en parle, mais qui allait interroger les mecs qui l'ont vécu, qui ont vécu à 5 dans 50 mètres carrés? Personne. C'est bien joli tout ça, ouais, personne. Ouais. Je suis désolé. Peut-être que maintenant, il est temps pour moi d'aller écouter. Et c'est pour ça qu'on a ce projet des législatives, parce que je m'en fous de gagner ou de perdre. En fait, en réalité, ce que j'aime dans le projet des législatives, c'est un peu con, je veux dire, parce que je vais investir pas mal d'argent dans une campagne qui est même pas pour gagner, limite. C'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est aller à la rencontre des gens et pouvoir peser dans le débat public en disant, mais vous les avez entendus, ces gens? Est-ce que vous les avez entendus? Vous, l'extrême droite, quand vous parlez de l'immigration comme je ne sais quoi, un privilège ou que sais-je, est-ce que vous avez entendu la condition de ces gens, ce qu'ils vous disent? Quant à vous, effectivement, la droite républicaine, quand vous m'expliquez le privilège des salariés, et au fond, même la République en marche, et qu'elle traversait la rue pour trouver un boulot, mais vous les avez entendus, ces gens? Vous les avez entendus vous raconter leur vie? Et quant à vous qui m'expliquez que les mesures de confinement, mon Dieu, c'est magnifique, tout ce que vous voulez, est-ce que vous avez entendu ces gens quant à la vaccination? Et si on déportait le débat, est-ce que vous avez entendu ces gens vous expliquer qu'il n'y a plus de place à l'hôpital, que l'hôpital depuis des années est en faillite, en défaillance totale? Je veux dire, est-ce que vous vous intéressez aux gens? Si vous voulez, mon slogan de campagne, pour le coup, puisqu'il paraît qu'il en faut un, alors c'est un truc complètement nouveau pour moi, ça aussi. Décidément, cette crise, on va faire plein de trucs nouveaux. Hein. Je veux dire, j'ai aucune idée de comment ça marche, Je ne sais rien, mais c'est pas grave. Je vais apprendre. Mais j'ai il paraît que je fais un slogan de campagne. Alors, j'ai commencé avec mon directeur de campagne qui me dit, il vous faut un slogan de campagne. Ah merde. Mais c'est tout trouvé pour moi. C'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a une phrase qui me suit depuis des années et qui est mon leitmotiv, en fait, qui me tient à cœur et qui me tient au cœur. C'est une phrase de Jean Bodin. C'est la phrase de Jean Bodin. C'est « Il n'est de richesse que d'homme ». Je veux dire, faut qu'on arrête à un moment donné. C'est l'homme qui a été maltraité dans cette histoire du Covid. Vous le disiez tout à l'heure, quand on touche à la liberté de l'homme, on touche à l'homme directement. Moi, je suis blessé par tout ce que j'ai entendu dans ces manifs. Vous savez qu'après les manifs, une des raisons pour lesquelles j'allais aux manifs, d'abord parce que c'était important, mais ensuite, après je vous dirai pourquoi j'y vais plus d'ailleurs, mais pourquoi j'y allais pour ça, mais aussi parce que après, on tenait une permanence juridique, une permanence d'accueil après les manifs, et
j'ai entendu mais des souffrances dont vraiment des familles qui se déchirent, des employeurs qui profitent de l'argument de la vaccination, quoique non obligatoire chez eux pour venir licencier des gens, des établissements sportifs qui imposent à des sportifs de haut niveau de venir se vacciner, quoique déjà vaccinés à Dakar ou que sais-je, mais des situations, des soignants en pleurs qui se sont fait vacciner en pleurs. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ça ? Justement, Fabrice, j'ai une question concernant justement cette obligation vaccinale, parce que visiblement, il n'existe pas de décret d'application concernant... C'est plus compliqué que ça, en fait. C'est plus compliqué que ça. C'est vrai et c'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que le juge en dira, on va le savoir vite, mais pour le coup, voilà ce qui se passe. Il y a un décret qui est paru au mois de juin. Il y a un schéma vaccinal qui existe dans un décret. C'est ce décret qui a été retranscrit tel quel, finalement, lors du décret du 7 août, est en réalité pour partie une réplique exacte du décret du mois de juin. Oui. Bon. Dès lors, peut-on considérer que le décret du mois de juin, et donc antérieur à la loi, constitue le décret d'application de celle-ci? En théorie, non. Évidemment, non. Maintenant, quelle est la conséquence? Eh bien ça, j'en sais rien. Et à mon avis, ce que je crains, c'est que le Conseil d'État, le juge local, peut-être va-t-il l'admettre, mais le Conseil d'État va torpiller ça d'un coup de pied et l'envoyer sur la Lune, parce que c'est le Conseil d'État, quoi. Et que techniquement, on aurait raison, mais j'ai bien peur que politiquement, le Conseil d'État n'en fasse absolument aucun cas, quoi. Vous voyez ? Oui. Et ça, on le saura quand, en fait? Parce qu'il n'y a pas de... On nous dit rien, en fait. Une semaine. Donc, en fait, Fabrice, si je suis un personnel de santé, je ne suis pas vacciné, est-ce qu'on peut mettre fin à mon contrat de travail? Non, on peut suspendre le contrat de travail. D'accord. On peut pas mettre fin. Alors, on le suspend, mais d'après cette loi, c'est une suspension finalement renouvelable 1 mois. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Personne ne le sait. Si on applique la théorie générale de la fonction publique et si on regarde un petit peu ce qui se passe en général, parce qu'en fait la suspension, elle n'est pas disciplinaire, elle est conservatoire. C'est pour ça qu'on a entendu dire certaines choses au terme desquelles il fallait que les garanties disciplinaires soient appliquées. En fait, non, parce que c'est pas une procédure disciplinaire, c'est une suspension conservatoire. Maintenant, la suspension conservatoire, elle peut, au terme de celle-ci, donc au terme de la période de 1 mois renouvelable, 2 mois, quoi, eh bien, elle peut donner lieu, en théorie, à un licenciement de l'agent, quoi. Donc, oui, en fait, l'employeur peut mettre fin à... En fait, je ne sais pas. En théorie, oui, mais la loi ne le prévoyant pas, est-ce qu'on va appliquer? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois? Personne ne peut le savoir, en fait. Si on prend une assistante dentaire, admettons dans un cabinet privé, par hasard, et qui se retrouve dans une situation où le 15, son employeur lui dit « Vous n'êtes pas vacciné, donc je vous interdis l'accès au cabinet ». Qu'est-ce qui va se passer ensuite derrière? Normalement, l'accès lui a déjà été interdit, parce que c'est le 15 septembre. Oui, c'est ça, le 15 septembre, oui. Donc, il lui a été déjà interdit. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'elle elle est suspendue de ses fonctions. Elle ne peut plus accéder au cabinet, elle n'est donc pas payée. Elle peut aller travailler ailleurs pendant la suspension du contrat de travail, sous réserve de l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, mais au terme de ces 2 mois, qu'adviendra-t-il? Probablement sera-t-elle licenciée pour faute, la faute étant de ne pas se faire vacciner. Certains parlent d'inaptitude, mais non, c'est pas un problème d'inaptitude, elle est apte, c'est juste qu'elle ne veut pas, en fait, et donc ça constituerait une faute. Ce qui permet à cet employé qui finalement va se retrouver sans emploi d'être licencié et d'avoir le droit à accès à Pôle emploi. Ouais. En théorie. Ouais. On ne se retrouve pas à la rue sans indemnité. Non, même en pratique, c'est comme ça. Même si c'est en Belgique, je crois. Si je raconte pas de conneries, c'est en Belgique où j'ai vu passer un truc dont à mon avis, comme on a l'habitude d'importer les conneries des autres, ça va mon nid pas tarder. Si vous vous retrouvez au chômage, admettons, vous êtes payé, jusque-là pas de problème. Mais imaginons que Pôle emploi vous propose un poste correspondant à votre profil dans lequel il est exigé la vaccination. Si vous le refusez, eh bien, il a mis fin à vos indemnités. Ouais.
Oui, bien sûr. Tiens, on a Céline qui nous demande, peut-on demander une rupture conventionnelle pour partir de son travail ? Ah bah, vous pouvez toujours demander une rupture conventionnelle dans tous les cas, toutes les circonstances. Après, il faut que l'employeur accepte. Oui, il n'est pas obligé. Non. D'accord, très bien. Sur les médias, vous parliez de Cyril Hanouna, vous dites que c'est devenu un ami. Bon, on est quand même dans le showbiz. Après, ce sont des raisons personnelles qui vous poussent à dire que c'est devenu un ami. Bon, c'est autre chose, c'est que il y a l'homme et il y a le... C'est toujours pareil, vous savez, il y a l'homme public, ce qu'on en voit, il y a ce qu'on voit de l'homme, et puis il y a l'homme lui-même. Je trouve que c'est comme pour moi, finalement, il est facile de caricaturer les gens. Oui, Cyril fait le show, c'est incontestable. Moi, ce que je sais, c'est qu'en privé, c'est quelqu'un qui est complètement différent et qui est d'une grande générosité, qui m'a beaucoup surpris, d'une grande loyauté. Voilà, ça m'a beaucoup surpris. Vous avez été très déçu par les personnes qui sont autour de la table chez Cyril. Tout à l'heure, je passais un extrait avec Castaldi. Voilà. Pour vous, c'est une coquille vide. C'est même étonnant qu'il arrive à sortir des mots. Alors, je vais vous dire, oui et non. Paradoxalement, j'ai craint, hélas, tout à l'heure Agnès vous le disiez, je crains, hélas, qu'en fait ce soit assez représentatif de la France. C'est inquiétant, mais c'est pas totalement... Regardez, réfléchissez-y 2 minutes. J'ai un DRH qui m'a dit un truc assez incroyable cette semaine au téléphone. Un DRH, parce que j'ai eu un DRH d'hôpital vraiment tellement gentil. Qui est dans une situation tellement embêtée, qui vraiment, on sentait qu'il essayait de tout faire pour pas suspendre les agents. Bien. Mais qui me dit, à un moment donné, je suis obligé parce que je me suis assuré. Donc, bref. Et puis là, il lance cette phrase, un peu ce cri du cœur, disant, mais quand même, qu'est-ce qu'ils sont cons? Pourquoi ils sont allés se faire vacciner? Si j'avais ne serait-ce que 30% d'agents non vaccinés, je pouvais rien faire. Bah oui, voilà. Et oui. C'est tout à fait ça, en fait, hein. Il dit, mais là, j'ai à peine 4%. Qu'est-ce que tu veux que je puisse vendre? Qu'est-ce que tu veux que je puisse dire, moi? Et est-ce qu'il n'a pas complètement raison? Oui, effectivement. Effectivement. L'appel du 17 juillet, c'est le 17 juillet de Macron. Non, c'est le 12. Le 12 juillet. Le 12 juillet ça a vraiment poussé des gens. Mais les gens ont peur de ne pas partir en vacances, de ne pas pouvoir. Mais attendez, regardez la Suisse. Il n'y a aucune obligation vaccinale en Suisse, même en général. Hein. C'est vraiment le pays de la liberté vaccinale à tout prix. Bref. Ils instaurent le pass sanitaire, et là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se précipite dans le centre de vaccination. Ok, si on a affaire à une bande d'abrutis, si le monde est devenu une bande d'abrutis, moi, je peux rien faire pour eux après. Hein. Moi, je veux dire, écoutez, à un moment donné, peut-être que finalement, c'est ce que je le dis depuis des mois, peut-être qu'à un moment donné, il va juste se passer qu'on aura 2 sociétés. Une société d'exclus, qui refuse l'idée d'une soumission, et de l'autre, une société qui a décidé de finalement arborer fièrement son pass sanitaire ou d'aller se faire vacciner avec un produit dont on ne sait finalement pas grand-chose, avec une vaccination à l'efficacité somme toute très limitée si on regarde ce qui se passe en Israël. Bon, peut-être, hein. Oui, peut-être. Cette société qui sera pas acceptée, finalement, elle va vivre de quoi? Parce qu'elle sera rejetée du travail, du milieu de la culture, pas forcément. Pas forcément. Et puis peut-être, j'en sais rien, hein, je dis ça, mais peut-être qu'au fond, on aura à découvrir que ce sera à nous d'émigrer. Si on refuse ce système, finalement, vous savez, les tyrannies, c'est très confortable pour ceux qui les acceptent. C'est pour ceux qui les acceptent pas le problème. Je veux dire, finalement, quand vous regardez l'un dans l'autre, c'est super confortable si vous devez vivre en tyrannie, tant que vous êtes d'accord avec le tyran. Dès que vous n'êtes plus d'accord, oui, c'est un problème. Je veux dire, et donc, quand vous n'êtes plus d'accord, qu'est-ce que vous faites? Vous combattez, et au bout d'un moment, vous partez. Si vous êtes pourchassé, parce que vous n'avez plus de droit, plus de liberté, ce que vous voulez. Toutes les minorités religieuses, par exemple, connaissent ça. Mais, d'accord, ok, mais peut-être que ce sera à nous, à un moment donné, de se dire, tiens, on fait tout un truc, tout un tas de gorge chaude que c'est sur l'immigration, peut-être que ce sera à nous de partir, du coup.
Un intellectuel hier me disait, Sébastien, j'ai été dans une manifestation en province, voilà, il y avait très peu de gens, il y avait une centaine de gens sur une ville de 30 000 habitants, et puis il a voulu découvrir un petit peu qui étaient les gilets jaunes, qui étaient également ces gens qui n'avaient pas de gilets jaunes et qui souhaitaient manifester. Il me dit, ils ont des pancartes avec mon corps m'appartient, c'est ma liberté, et il me dit, je réfléchis sur le fait de cette fameuse liberté, il dit non, notre corps ne nous appartient pas parce qu'on a des responsabilités envers les autres, envers autrui. Et depuis que j'ai entendu cette phrase hier soir... J'espère que c'est... Alors j'espère qu'il c'est intellectuel. Je veux dire, bon, bref, quoi. D'ailleurs, si c'est pour sortir une connerie pareille, je veux dire, non mais c'est n'importe quoi, à un moment donné. C'est-à-dire que... Non mais c'est n'importe quoi. Voilà. Si vous voulez, non mais attendez, pardon, mais ça m'énerve. Je veux dire, ok, d'accord. Est-ce qu'il nous emmerde, alors, avec la grippe? Est-ce qu'il nous emmerde avec... Non mais enfin, c'est complètement con de dire ça. Surtout, mais enfin, pardon, mais à un moment donné, son truc, ça marche à une condition. C'est si le vaccin empêche la transmission. Si le pass sanitaire empêche, finalement, casse l'épidémie. Or, on a un problème majeur. C'est ce que je m'évertue à expliquer sur TPMP. C'est que fondamentalement, si je me teste, mais que tu ne te testes pas alors que tu es vacciné et que tu peux me transmettre, à quoi diable ça sert, le pass sanitaire? Rien. On est d'accord, voilà. Absolument rien. Et du coup, hier soir, coup de théâtre sur TPMP, je suis rentré sur le plateau, voilà, à la demande de Cyril. Ah, on a loupé ça. Parce que Cyril a convaincu tous les chroniqueurs de se tester, vaccinés ou pas vaccinés. Et ben, c'est ce que je leur ai dit. Voilà ce que c'est que de faire société. Ah, chapeau. On est tous soumis aux mêmes règles. Et vous voyez que j'ai aucune difficulté à me faire tester dès lors que tout le monde le fait. Je peux admettre, sans peine, on pourrait faire ça différemment, mais peu importe. Comme tout le monde est logé à la même enseigne, eh ben, finalement, pas de souci. Tu vois? Ouais. Vous parlez d'arrêter votre activité, c'est un vieux projet? Parce que vous laissez entendre que c'était une idée, voilà. Vous avez quand même 3 cabinets, hein, je crois que vous avez un cabinet en Italie, aux États-Unis. C'est un vieux projet, ça. C'est un vieux projet. Ça l'a déclenché avec la rencontre de ces gens méchants, cette tyrannie. Un peu, oui, probablement. Ouais. Moi, je préfère vivre avec des chevaux qu'avec des ânes, quoi. Mais vous êtes jeune, Fabrice. Vous vouliez prendre votre retraite comme un militaire? C'est un peu ça l'idée, ouais. Moi, j'aurais bien commencé par la retraite, en fait. Je pense qu'il faut qu'on commence tous par la retraite pour être sûr de la prendre. Alors voilà, alors ça, c'est la phrase que j'aime. Je crois que c'est la plus belle phrase que j'ai entendue de Maître Divisio. Alors là, je vous suis. Non, si vous voulez, retraite à part, moi, on a tous une histoire dans nos vies. Moi, je reste traumatisé par mon père qui est mort, qui a trimé comme un fou et qui est mort 1 an après sa retraite, même pas. Je dis pas ça, voilà, j'ai 47 ans, je suis pas, voilà, j'ai pas 60 ans, mais au fond, vous vous dites à un moment donné, vous bossez pourquoi, quoi. C'est une vraie question, hein. Je veux dire, quand vous voyez votre père qui meurt 1 an après sa retraite, donc qui attendait sa retraite qu'en parlait, moi j'en ai toujours entendu parler, quand je serai à la retraite, machin, et finalement, vous vous dites, mais au fond, il a 61 ans, il meurt à même pas 62 ans, dites, mais c'est pas possible, quoi. Il se passe un truc, là. Il y a un truc qui est, enfin, voilà. Alors moi, je prends la même condition que lui, mais il y a autre chose, c'est que, oui, c'est un vieux projet. Alors, je vais pas partir tout de suite parce que c'est pas comme ça que ça se fait. Quand on enclenche un processus de cession de parts, il faut les évaluer, c'est compliqué, ça prend du temps. Ça prend 1 an, voilà, 1 an et demi peut-être, j'en sais rien, peu importe, ou 8 mois, enfin peu importe, mais c'est pas pour tout de suite. Puis je vais pas planter les gens que je défends, pas planter mes collaborateurs, mes associés, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais oui, le processus est enclenché, c'est incontestable, bien sûr qu'il est enclenché, parce que je suis pas fait. Enfin, c'est bête ce que je vais dire, parce que d'abord, le prochain sur la liste ce sera moi. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas rêver, hein. Lui, la mollesse avec laquelle les avocats, enfin, vous imaginez, les avocats, enfin, qui a défendu, pardon, mais il était où l'ordre des avocats? J'ai un détail qui m'amuse. Donc, leurs avocats, le pass sanitaire, tout ça, tout le monde s'en fout. Bon, hors confinement, tout le monde s'en tape. J'ai bien compris. Là, avec la problématique des réfugiés afghans, au demeurant fort sérieux, c'est pas le débat. Tout à coup, communiqué de presse scandalisé de l'avocat des avocats, il ne saurait être question de trancher son droit d'asile, droit fondamental. Oui. Donc, en fait, tant que c'est les autres, ça marche, mais quand c'est nous, ça marche plus, quoi. Donc, les droits fondamentaux des autres, et heureusement, compte, mais les droits fondamentaux
nos droits fondamentaux. Il ne s'agit certainement pas de faire une comparaison, mais il s'agit de garantir naturellement les droits fondamentaux des réfugiés, enfin, des demandeurs d'asile, et c'est une évidence absolue. Et en même temps, qu'est-ce qui vaut tout à coup, cette espèce de sursaut? Oui, voilà. Ça, c'est un petit peu comme les syndicats, hein, parce que je sais pas ce que vous pensez des syndicats qui ne sortent pas dans la rue, hein, depuis toute cette crise, et là, d'un seul coup, hop. D'ailleurs, on a une question d'Angelo là-dessus. Angelo en direct nous dit demandez à Maître Divisio ce qu'il pense des syndicats qui ne sont pas dans les rues depuis la mise en place du pass sanitaire, alors que des citoyens sont virés de leur entreprise. Mais parce que tout le monde s'en fout. Parce que vous êtes dans une espèce de dogme. Personne, vous le disiez tout à l'heure, personne ne semble se rendre compte de tout ce que ça génère comme problème. On accepte, mais regardez, c'est pas inintéressant cette histoire. Vous avez à Montbéliard, notamment, un hôpital qui a dû déprogrammer des interventions chirurgicales faute de personnel suffisant du fait de la mise à l'écart des personnels non vaccinés. Oui. Ok. Mais qui est-ce que ça intéresse? Absolument personne. Est-ce que vous y avez vu une opposition politique venir dire « Oh, les copains, là, vous vous rendez compte de ce que vous faites ou juste pas, là ?» Les syndicats dire « Attendez, les copains, mais la déprogrammation, ça veut dire des heures en plus pour les uns ou les autres, des pertes de chance pour les patients, les associations d'usagers. Est-ce que vous les avez entendus? Non. Personne, parce que nous sommes dans un phénomène d'hypnose collective. Et je vais vous dire, quand on va se réveiller, on a tous intérêt à être loin. Oui, je crois. Et ça, je vous le garantis, moi. Et moi, j'espère être très loin quand on se réveillera. Coup de bol, ça va pas être pour tout de suite, donc j'ai encore un peu de temps. Alors justement, il y a des choses en cours. On y a participé d'ailleurs avec Agnès concernant les plaintes et les recours. Les recours. Là, vous avez en cours, on a la plainte contre Jean Castex, Olivier Véran, la plainte contre Jean-Michel Blanquer également. Et puis une nouveauté, une plainte contre Olivier Véran qui est nouvellement sur votre site. D'ailleurs, on est envoyé sur une association, la DSPE, que vous avez montée, qui est une association que la presse n'aime pas. Que la presse n'aime pas. Ouais. Vous avez créé, qui est géré donc par Tamila Tabeyeva, et donc on y retrouve l'ensemble des actions, les plaintes et les recours que vous avez mis en place. Ouais. Regardez, c'est intéressant ce qui se passe. Cette association, regardez quand je parle de méchanceté, cette association, elle ne rapporte pas un rond. Pour une raison très simple. Cette association, elle a un local, et on a décidé de professionnaliser le truc au maximum en ayant 3 juristes temps plein qui répondent aux mails, qui font des permanences téléphoniques, qui rédigent les plaintes, qui réfléchissent, qui font des fois aux questions, qui regardent les textes, etc. Ça coûte, pour l'instant c'est moi qui paye, ça coûte, chaque juriste est payé en moyenne 2 000 € par mois, avec les charges ça en fait 3 000, 3 500, ils sont donc payés 10 000 balles par mois en tout à 3, plus le local. Ces plaintes, on a choisi de ne pas adhérer à l'association, il fait que les associations soient gratuits, et on a dit qu'on se rémunérait, en gros, sur le produit des plaintes qu'on déposait, parce qu'on offrait des services, et c'est cela qu'on voulait faire payer, comprenant pas très bien le concept d'adhésion, en fait. Ok, on a donc encaissé, en gros, 13 000 balles, ce qui couvre un mois, et rien d'autre. Et la presse me tombe dessus comme si j'avais fait des millions, quoi. Mais de toute façon, c'est une association. Mais donc ça vous coûte. Un but non lucratif. Ah, il y a aussi, puisqu'on parle d'argent, vous avez souvent dit cet été, et d'ailleurs, je tiens aussi à dire quelque chose qui m'est passé à travers l'esprit, c'est que cet été, vous étiez très fatigué, vous étiez en Italie, et que votre motivation et les travaux que vous avez fournis cet été, vous les avez faits en famille. Ça touche énormément votre famille, mais ça, on y reviendra dans quelques instants, mais justement... vous faisiez aussi référence aux manifestations et vous parliez d'un coût de manif, qu'une manifestation vous coûtait 30 000 €. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui coûte 30 000 € dans le cadre de l'organisation d'une manifestation? En fait, moi, j'ai choisi de contribuer, si vous voulez, aux manifestations en disant la chose suivante, que, au fond, les patriotes, pour le coup, organisaient les manifs, mais que je ne pouvais pas d'un côté
dire que je n'étais pas lié aux Patriots et l'autre ne pas participer financièrement aux manifs. Il y a un truc qui fallait être cohérent à un moment donné. Mais ce qui coûte 30 000 euros, alors c'est un tout petit peu moins, c'est 25, c'est les services de sécurité, c'est mes propres agents de sécurité, c'est les podiums, c'est tout ce que vous voulez. Une manif en tant que telle, quand vous êtes, quand nous on était 100 000 ou en croix d'autres du genre, ça vous coûte en moyenne 50 à 60 000 balles, quoi. D'accord. Ben ouais. Sauf si vous voulez pas de service de sécurité, sauf si vous voulez pas de sono, sauf si vous voulez pas. Mais alors, il faut accepter l'idée que ça puisse castagner après. Pourquoi ça s'est bien passé, les manifs de Philippot? Faut être très clair, hein. Parce qu'il a mis du fric dedans. Et parce qu'il a un service, aujourd'hui, on avait une 50aine d'agents de sécurité. D'accord. Ah oui. Et, forcément. Je veux dire, plus les propres gardes du corps, nos gardes du corps à nous. Alors moi, j'en ai en permanence, donc c'est un problème, mais plus nos gardes du corps, bah, ça a un coût exorbitant, en fait. Oui. Oui, effectivement. C'est ça, le truc. Là, on nous pose une question. Vous dites que vous souhaiteriez être loin. Une question qui nous est posée en direct, alors par SMS. Je vous rappelle le numéro 06 44 636 486. Être loin, maître. Ok, mais pourquoi vous présenter aux législatives? Parce que sinon, qui ferait entendre votre voix? Expliquez-moi qui. C'est une vraie question, hein. Ouais. J'ai pas la réponse. Moi, si vous trouvez quelqu'un qui y va à ma place, alors demain matin, quoi. Mais je veux dire, la vraie question, elle est là. Moi, j'ai été touché par ce que j'ai entendu. Vraiment. J'ai vraiment été blessé par ce que j'ai entendu. Et je suis encore plus blessé. J'en ai marre des caricatures. J'en ai marre que les banlieues soient habitées d'Arabes violents. J'en ai marre que les Noirs soient toujours effectivement les responsables de tout. J'en ai marre aussi que les Blancs soient responsables de l'esclavagisme tout le temps, et qu'on va porter dans la mémoire, quand on m'a sorti sur Beurre FM le code Colbert ou je sais pas quoi, j'ai lâché moi les gars, c'est bon. Ensuite, j'en ai marre finalement que chaque femme qui porte un voile soit nécessairement une musulmane terroriste ou que sais-je. J'en ai marre que les non-vaccinés soient forcément des complotistes qui pensent que la Terre est plate. J'en ai assez des caricatures. J'en peux plus des caricatures. Et elles font mal, les caricatures. Elles sont blessantes. Et moi, ce que j'ai vu dans ces manifs à propos de ce Covid, c'est des gens qui souffrent, des gens qui ne vont pas bien. Et j'en ai marre qu'on veuille leur mettre des baffes, j'en ai marre qu'on les traite de connards, et j'en ai marre qu'on veuille les emprisonner. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à un moment, avec les moyens qui sont les nôtres, on va faire des gros trucs dans cette campagne, et notamment, on va créer une chaîne dédiée à la circonscription qui demeurera après moi. On va recruter des gens, on va créer des emplois localement, parce qu'il n'est pas question que je fasse appel à des bénévoles. Et le but, il est de restaurer la dignité de l'homme. J'en ai assez. Alors ça peut paraître complètement naïf. Quand je disais ça ce matin même sur Twitch Media, il me disait mais c'est naïf. Ok, si la dignité de l'homme est devenue naïve, alors on a un problème avec la politique. Vous n'étonnez pas qu'on a un problème avec la politique alors. Avec tout ce que vous portez, vous avez mal au dos? Un peu. Un petit peu quand même. On a Sandra qui dit nous n'entendons pas non plus les associations de parents d'élèves. Mais non, mais évidemment non plus. Mais non plus. Enfin, il y a un truc qui devrait nous inquiéter quand même. C'est que c'est le mec, c'est moi en l'occurrence, qui est le moins d'intérêt et qui est le moins pénalisé par tout ça. Mes gamins sont hors contrat. Je veux dire, mes écuries, de toute façon, elles sont parties à moi, donc je m'en fous. Il n'y a pas de passe sanitaire. Je vais nulle part parce que j'ai pas le temps. Et c'est moi qui me retrouve à porter le combat, alors que je suis le moins concerné. Mais il faut être complètement maso, en fait. Concernant, ouais. Elles sont parents d'élèves, je comprends pas qu'elles réagissent pas. Alors justement, il y a une plainte que vous déposez face à Jean-Michel Blanquer. Cette plainte pour extorsion et discrimination contre le ministre de l'Éducation nationale suite aux annonces que les enfants non vaccinés devraient suivre les cours à distance si un cas de Covid se déclare au sein de leur classe. Et ils seraient donc également exclus des sorties scolaires. Quel est le fondement sanitaire de ce truc ? Ça n'existe pas. Mais vous allez aller plus loin. Moi, j'ai déjà, dans ma clientèle, en tout cas, dans les gens qui me contactent, des cas contacts non vaccinés, exclus. Donc, d'accord. Figurez-vous qu'en fait, il n'y a pas de continuité pédagogique. Ils sont renvoyés chez eux et point. Oui, donc il n'y a rien de mis en place derrière, contrairement à ce qu'ils nous avaient annoncé. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? Ça va pas la tête ?
Sur les recours et les plaintes que vous avez mis en place, combien de personnes se sont manifestées justement ? J'en sais rien. La cour. Alors moi, on a eu, ce qui est une très bonne nouvelle, on a eu en gros à peu près 5 ou 6 000 téléchargements. Et la Cour de justice de la République dit qu'elle en a reçu 14 000. Donc, ce qui laisserait entendre, si c'est les miennes en tout cas, ce qui laisserait entendre que les gens se les refilent, ce qui est une super nouvelle en fait. Oui, exactement. Ouais, oui. Et sur les mises en examen, par exemple, de Buzyn, tout ça, quel est votre regard ? Parce que on vous le doit d'une certaine façon. Oui. Alors, je ne peux que m'en réjouir si la vérité soit faite. Mais maintenant, je sais que la vérité ne sera pas faite. Puisque mettre Buzyn en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, c'est vraiment me prendre pour un con quand même. Je vous explique. Il y avait 2 grandes séries de plaintes déposées. Les miennes et d'autres. Moi, je n'ai jamais déposé de plainte pour mise en danger de la vie d'autrui parce que j'avais considéré que ça ne tenait pas juridiquement. J'avais déposé plainte pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Bon. La Cour de justice de la République a classé toutes les plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui, les a rejetées pour n'accueillir que les miennes, celles d'abstention volontaire de combattre un sinistre, en disant que la mise en danger de la vie d'autrui, ça ne tenait pas juridiquement. Parce que il y a la notion de immédiateté. Je mets en danger votre vie si mon abstention, elle vous conduit, il y a une espèce de rapport d'immédiateté. Vous voyez ? Eh oui. Bon. Ok. Très bien. Pourquoi pas ? De quoi est mise en examen Buzyn ? Mise en danger de la vie d'autrui. Ça, la Cour de cassation, si ça va devant elle, elle va le prendre, elle va le mettre en boule, lui mettre le feu et le balancer par la fenêtre. C'est comme ça qu'elle va faire. Mmh. Donc on sait déjà que l'histoire est pliée. D'accord. Oui, effectivement. Effectivement. Et là, je vois que vous avez également, donc, dans le cadre justement des éventuelles poursuites, alors, j'ai un petit trou de mémoire, me semble-t-il, que Jean-Baptiste Djebari est bien lié au transport, hein, c'est ça, hein ? Absolument. Oui. Et vous savez pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste Djebari, il me prend j'en ai marre qu'on me prenne pour un âne quand même à un moment donné. Djebari, tranquillement, gentiment, et quelques mois, je dépose un recours en disant écoutez, vous me saoulez tous avec votre variant anglais et brésilien, mais si vraiment il est beaucoup plus dangereux, eh ben soit dans les transports qui est un lieu de contamination, je vous propose qu'on mette des FFP2 et puis comme ça on n'en parle plus. Réponse de Djebari dans le Conseil d'État, mais n'importe quoi, on ne se contamine pas dans les transports. Voilà. Toutes les études montrent qu'on se contamine dans les transports. Redit sur TPMP face à moi, bon, et aujourd'hui, on instaure un pass sanitaire dans les transports. Donc ça veut dire que Djebari nous a mis en danger, si je comprends bien, pendant des mois. Oui, exactement. C'est ce que je comprends, finalement. Oui, on comprend la même chose. Voilà. Finalement, non, parce que Djebari dira, mais non, le pass sanitaire, vous êtes trompé. Il n'a pas pour but il n'a jamais pour but de freiner l'épidémie ou que sais-je. Il a pour but de vous forcer à vous vacciner. Bon, tout va bien, alors. On est d'accord. Ça, c'est de l'extorsion, vous voyez. C'est la définition de l'extorsion. Quand on parle de pression et de menaces concernant le gouvernement, est-ce que vous en avez subi justement ? C'est quand même moi qui me balade, c'est comme mes gamins qui vont à l'école avec un service de protection rapproché, quoi. Donc, mais alors ça intéresse personne. C'est un côté assez extraordinaire. J'en ris, mais c'est pas drôle. Mais je veux dire, Marty et compagnie font une conférence de presse pour dire ils sont menacés. C'est terrible. Moi, ça fait quand même 2 mois et demi que je me balade avec des gardes du corps. On est à Marseille avec des gardes du corps. Mes gamins, ma maison est devenue un bunker. Mais à côté de ça, tout le monde s'en fout. C'est un truc assez extraordinaire, en fait. Ouais. Mais vous savez par qui vous êtes menacé, maître ? Non, je sais pas. Des menaces anonymes. Oui, bien sûr. J'ai quelques mails, je sais pas qui c'est, peu importe. En fait, j'ai pas pris ça très au sérieux au départ et je continue pas à le prendre au sérieux. Mais bon, on m'a demandé, police m'a demandé, alors ça aussi c'est extraordinaire, la police me demande de prendre un service de protection rapproché. Ils ont qu'à m'en fournir un, s'il m'en faut un. Et justement, vous pourriez être menacé par des gens qui vous fournissent votre service d'ordre. Alors, figurez-vous que c'est pas comme ça que ça a été dit, mais c'était pas très loin, en fait. Mais oui. Et que donc, le très gentil d'ailleurs OPJ m'a conseillé de prendre un service de protection privée.
Un grand respect, c'est un message qui nous vient de Toulouse, signé Sylvie. Un grand respect pour Monsieur Divisio, qui est au front. Je le trouve courageux. Il est pour moi une lueur d'espoir dans cette sombre période, car effectivement, ces gens vous suivent, beaucoup de gens vous suivent, hein, justement. Eh bien, vous comprenez pourquoi j'arrête les manifs. Bien sûr. C'est-à-dire que je refuse catégoriquement. Comment je vais dire? J'ai beaucoup, mais vraiment profondément de respect pour ces gens que j'ai vus. Mais je refuse de pouvoir, à un moment donné, laisser entendre que je puisse être le sauveur de qui que ce soit. Moi, le 12 juillet, quand j'ai pris la parole, je vous ai dit, je vous promets du sang et des larmes. Et je refuse, je dis ça, c'est très important pour moi. J'aime vraiment ces gens. J'ai vraiment découvert des gens qui souffrent. Et vous n'imaginez pas à quel point ça me blesse, en fait. Je suis profondément blessé dans ce que je suis. Je suis ému en vous le disant parce que j'ai découvert des situations de vie, mais que, enfin, c'est ça qui me conduit à me présenter. C'est-à-dire que pas du tout, je m'en fous, en fait. Je gagnerais moins en tant que député que ce que je gagne actuellement. Alors, je veux dire, c'est un intérêt pour moi. Mais surtout, c'est à un moment donné, ce que je veux, c'est être au service des gens. Je veux pas être sur les podiums. Ceux qui méritent d'être sur les podiums, c'est pas moi, c'est eux, en fait. Et c'est un vrai problème d'être sur un podium pour parler aux gens. J'aime pas ça. J'aime pas être en hauteur pour parler, en fait, aux gens. J'aime pas cette idée. Moi, je suis bien au milieu de la foule. Je suis bien dans ma permanence quand je reçois les gens. J'aime pas être sur un podium pour leur parler, pour haranguer les foules. Et je leur ai dit d'ailleurs. Je leur ai dit, méfiez-vous des gens qui sont capables d'arriver sur un podium et finalement d'haranguer les foules. Méfiez-vous des beaux parleurs comme moi. Parce que c'est à cause de gens comme moi qu'on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle on est, de pecs qui parlent plus ou moins bien et qui savent manipuler les foules. Ne vous faites pas manipuler, jamais, ni par moi, ni par personne. Ne m'applaudissez pas. C'est pour ça que chaque samedi, quand j'y allais, je disais aux gens, on s'est pas compris là. Arrêtez de m'applaudir, on va recommencer l'exercice, mais c'est vous qui allez vous applaudir. Parce que ceux qui ont du mérite ici, c'est vous, c'est pas moi. Bien sûr. Vous voyez ? On nous demande si quelqu'un a menacé vos chevaux. Ça, c'est Est-ce que Très bonne question. Ça n'arrivera pas. Non, on ne peut pas menacer vos chevaux. Oui. On ne peut pas menacer mes chevaux. Bon. C'est pas possible. On est peut-être encore à l'époque des barbouzes où Pasqua envoyait ces hommes de main là pour. C'est vrai. Pour faire... C'est vrai. Vous croyez que ça existe encore, ça? Je pense, oui. Ouais, je pense, oui. On peut considérer que vous n'avez pas peur de ce qui vous arrive en ce moment? J'ai pas peur de grand-chose, moi, en fait, si vous voulez. Ma vie m'a appris à pas avoir peur de grand-chose. J'ai pas peur pour moi. J'ai peur pour les gens que j'aime. Typiquement, j'ai pas peur de la mort. Je m'en fous de la mort, moi. Je veux dire, c'est pas la mort qui me fait peur, c'est la souffrance qu'elle occasionnerait pour les autres. Et ben, c'est un peu le même problème ici. C'est-à-dire que je reste vraiment, pardon de le redire, mais je reste blessé par ce que j'ai vu. Et je suis pas bien, en fait, avec ce que j'ai vu. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Personne n'a le droit de faire ça. Il y a des gens qui, je vous donne un exemple, mais il y a des gens dont la gamine handicapée fait de l'équithérapie. Je sais ce que ça apporte les chevaux aux enfants handicapés pour le coup, et qui se retrouvent soumises à un test PCR tous les 2 jours, enfin tous les 3 jours, mais elle supporte pas le test PCR, donc elle se met à hurler à chaque fois, et on lui dit elle a qu'à se faire vacciner. Mais c'est quoi ce bordel là? Oh, pour faire de l'équitation en plein air? Mais tu rigoles là? Ouais, effectivement. C'est fou, c'est un truc de fou. Et ça, vous voyez, j'ai besoin de le montrer. C'est pour ça qu'on va faire un gros reportage là avec mon épouse, notamment dans ma circo, mais pas seulement. Mais on va faire un gros reportage pour le montrer aux candidats à la présidentielle. Et je vais vous dire, pour être franc avec vous, l'autre raison pour laquelle j'arrête, c'est pas la seule, et j'ai beaucoup de respect pour Florian Philippot, mais plus le temps passe, et moi je me sens, enfin, je n'étais pas déjà marqué, c'est très difficile de dire que moi je me sens proche parce que je n'étais pas tellement au départ. Mais bon, au fond, ce qui me blesse, c'est que lui, il allait, j'en sais rien, peut-être que je me trompe d'ailleurs, mais en tant qu'homme politique, il a les pouvoirs d'agir. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il n'y a aucun pouvoir, qu'il n'est pas élu, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas préoccupé par la recherche de solutions, en fait. Et donc, à un moment, moi, je veux pas cautionner ça. D'abord, j'appartiens à personne, et je refuse que mon image soit instrumentalisée, mais d'autre part, moi, ce que je veux, c'est des gens qui cherchent des solutions. En fait,
cherchent des solutions. En fait, ces gens-là, finalement, cherchent qu'une chose, c'est le pouvoir, c'est le siège, c'est voilà. Peut-être. Mais j'en suis sûre, hein, moi, depuis tellement longtemps. Et ce que devient le peuple ou ce que vivent les citoyens, ils en ont vraiment rien à faire, quoi. Et donc voilà. En tout cas, moi, je cherche pas le pouvoir. Je me fous complètement du pouvoir. J'aime pas le pouvoir. Et ce qui m'intéresse, manquerait plus que je la gagne cette élection, tiens. Ce qui m'intéresse dans cette élection, c'est pas l'élection, c'est l'idée d'aller à la rencontre des gens. J'aime cette idée d'aller à la rencontre des gens. J'aime cette idée de se dire, mais enfin, quoi, à travers mon épouse est réalisatrice, à travers effectivement nos moyens techniques, on va pouvoir montrer ce que ces gens ont vécu. Vous avez été censuré cet été sur YouTube en particulier. Mais qui dirige YouTube finalement ? Il vous aime pas? Non, il m'aime pas YouTube. Alors, ce qui est très marrant, c'est que je me suis fait censurer pour la deuxième fois. Alors, c'est pire que ça. Je me suis fait censurer, je ne sais pas pourquoi, la première fois, on me l'a jamais dit, mais c'est pas grave. La chaîne de mon épouse a été censurée, alors qu'il n'y avait rien dessus. Rien. Et ma deuxième chaîne a été également censurée, alors que, finalement, il n'y avait pas pas grand chose dessus, parce que j'avais dit que j'étais contre la vaccination. J'ai jamais dit ça, c'est pas grave. Et le jour où YouTube annonçait un accord historique avec la France pour promouvoir la vaccination. Eh oui. C'est marrant, quand même. Oui, c'est comme le poste de Benalla après ces grosses affaires. Où était la sécurité de la gestion de Facebook, c'est quand même fort. C'est ça, c'est exactement ça. Alors moi, il y a un truc qui me passe à travers la tête, Fabrice. D'un seul coup, je me mets à votre place, je pourrais être un petit peu vexé parce que je garde en mémoire que Jean-Marie Bigard, qui avait critiqué Emmanuel Macron, il a décroché son téléphone pour appeler Jean-Marie Bigard. Est-ce que, puisque vous vexez quand même le président avec toutes vos démarches, est-ce qu'il a pris la peine de décrocher son téléphone et de vous téléphoner ? Dommage que non, parce que mais j'aurais bien aimé pouvoir lui parler. Très, très calmement et très tranquillement, j'aurais bien aimé qu'il m'explique ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il cherche? Ça m'intéressait de savoir, de sonder le personnage, d'homme à homme, je veux dire, qu'est-ce qu'il cherche? C'est la question qu'on se pose tous, Fabrice. Oui, mais tant qu'à faire, s'il m'avait appelé, je l'aurais demandé. Il faudrait qu'il vous appelle, c'est ça, je comprends pas. Il préfère appeler un humoriste qu'un avocat. C'est ça, et après, je vous aurais fait une émission, pour vous dire ce qu'il avait dit. Mais bon, pas tout de suite, à mon avis. Hein. Vous n'avez pas eu ça, en tout cas. Non, pas encore. Merci en tout cas, Fabrice, parce qu'on vous a pris évidemment encore du temps personnel. Pour nous aussi, c'est vraiment un plaisir à notre niveau, parce que évidemment, ensuite, ce sont les podcasts, ce qu'on a fait aujourd'hui, quand c'est disponible à nouveau sur YouTube, que les gens prennent du temps pour entendre tout ça. Puis j'avais surtout envie qu'on vous parle différemment que l'ensemble des différents médias, même parallèles. Hein, on vous entend loin, Fabrice. Il y a juste un truc qui me passe par la tête là, au moment où je parle à vos auditeurs. Parler de la peur tout à l'heure. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, si vous me le permettez. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, en fait. Vraiment, n'ayez pas peur. Je sais bien que ce que vous vivez est pas simple. Je sais bien que beaucoup d'entre vous sont dans une espèce d'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais on est en train d'assister à la fin d'une civilisation. Et au fond, alors c'est un enfantement dans la douleur, mais ça reste un enfantement. Et en fait, il faut trouver des moyens alternatifs de venir faire société. Et je vous donne un exemple, tout bête. J'ai fait une conférence, je fais pas mal de conférences en ce moment, notamment pour les jeunes, sur la liberté, justement. Et il y a une jeune fille qui est venue me voir en me disant, moi, je suis aux dernières années de psychomotricité, j'envisage de me faire vacciner pour pas perdre mon année. Je me suis dit, ça veut dire quoi, perdre une année? Je comprends pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe si vous vous faites pas vacciner? Je redouble. Alors je perds une année. Vous la perdez si vous faites rien de votre année. Mais vous avez qu'à l'investir. Vous avez qu'à faire autre chose. Je sais pas, voyager, faites autre chose, quoi. Je m'en fous, pas autre chose, quoi. Bien. Ok, bien, j'ai pas pensé, ok. Elle me dit, mais vous voyez, je peux même plus faire de cheval parce que pour le coup, même mes écuries sont soumises à passe sanitaire. Je dis, venez chez moi. Moi, j'ai pas de passe sanitaire.
Vous voyez, c'est ça aussi qui est assez beau. Il faut C'est chercher. de dire, il faut chercher, il faut s'entraider, quoi. Et du coup, cette jeune fille, je l'ai confiée au co-entraîneur de ma fille, qui va la former sur 1 an, là, sur une formation équestre, machin. C'est rien, je veux dire. Mon épouse qui propose des formations audiovisuelles pour lesquelles on prend même pas d'argent, je veux dire, on s'en fout. Mais finalement, c'est ça, cette société parallèle, elle naît aussi comme ça. On est responsables les uns des autres, on est responsables de soi, mais on est responsables les uns des autres. Je veux dire, enfin voilà. Donc, j'ai juste envie de dire ça, n'ayez pas peur. Mais merci beaucoup Fabrice encore une fois. Merci. Je vous en prie. Dès qu'on organise un barbecue dans un centre équestre du Val d'Oise, on vous invite. C'est ça. Ça marche. À bientôt. À très bientôt. Bonne soirée Fabrice. Merci encore. Au revoir. 21h, 23h, la nuit écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël.